Utilisés pour garnir divers gâteaux, entremets, viennoiseries, biscuits et bien d'autres, créés depuis des décennies voire des siècles, les crèmes sont au cœur de la pâtisserie. Il existe des multitudes de crèmes. Pour beaucoup, il s'agit tout simplement d'une crème pâtissière ajoutée d'un autre produit pour lui modifier la texture, le goût et bien d'autres. Chaque crème a une utilisation plus ou moins précise. Vous ne garnirez pas d'une crème chantilly si c'est pour cuire le produit en question derrière. Mais ça, nous allons le voir justement entièrement dans cette vidéo. Bien que toutes les crèmes que je vais vous présenter aujourd'hui utilisent des produits d'origine animale, comme le lait, la crème, le beurre, il est tout de même possible pour une grosse partie d'entre elles d'être réalisées à partir de produits d'origine végétale. Mais cela, on le verra dans une vidéo bien précise. Restez avec moi car aujourd'hui, je vais vous présenter la crème pâtissière, base de toutes les crèmes, la crème chantilly, la crème diplomate, la crème Sheboost, la crème mousseline, la crème anglaise, la crème d'amande, la crème frangipane, et je finirai avec une petite ganache. Et tout ça, après le générique. Vous retrouverez dans la description de cette vidéo un lien qui vous redirigera sur mon blog où vous pourrez retrouver les recettes écrites en format PDF. Avant que la vidéo ne commence réellement, j'ai 2-3 petits trucs à vous dire à propos de l'hygiène. Alors oui, c'est très barbant comme ça, mais c'est extrêmement important ce que j'ai à vous dire. Alors écoutez jusqu'au bout, car il existe beaucoup trop d'intoxication alimentaire à cause de ça, et c'est pas assez mentionné dans les blogs, les vidéos, etc. Premièrement, l'œuf sort littéralement du cul de la poule, ce qui signifie que la coquille est remplie de bactéries pathogènes. Donc vous devrez toujours casser votre œuf sur votre plan de travail et non sur votre récipient, au risque de contaminer votre préparation. Prenez soin également de désinfecter votre plan de travail après avoir cassé votre œuf, sinon tous les aliments que vous allez poser à cet endroit-là seront également contaminés. Si une coquille d'œuf tombe dans votre préparation, il faudra impérativement la pasteuriser pour tuer tous les germes pathogènes. Et pour éviter cela, je vous conseille de casser vos œufs dans un récipient à part, et une fois cela fait, vous pourrez transvaser vos œufs dans votre préparation. Ne frottez pas votre œuf qui contient une très fine pellicule protectrice qui l'empêche de moisir à l'intérieur. Si vous l'avez frotté, alors utilisez votre œuf le jour même. Si de l'eau coule sur votre œuf, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas que votre œuf soit frotté. Il est impératif de pasteuriser une crème pour pouvoir la consommer le plus sainement possible. La pasteurisation est le simple fait de porter un produit à plus de 85 degrés pour tuer une grosse partie des germes pathogènes. Vous devrez alors tout simplement porter à ébullition votre crème pour être sûr qu'il n'y ait plus de germes pathogènes. Vous devrez alors porter votre crème à ébullition 1 minute environ par litre. Après cuisson, déposez votre crème sur un récipient le plus plat possible avec un film alimentaire au contact pour éviter toutes les bulles d'air. J'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire sur cette vidéo à propos de la crème et des œufs. Bien évidemment, je sortirai une autre vidéo sur l'hygiène qui sera impérative à voir. La crème pâtissière est la base de toutes les crèmes. Elle est utilisée généralement pour faire un flan, garnir un chou, ou alors pour produire une crème Sheboost, une crème mousseline et bien d'autres. C'est donc elle que vous ferez le plus souvent. Le principe est assez simple en soi. Vous devrez, lors d'une ébullition d'un liquide, cuire et coaguler des œufs et épaissir la crème grâce à l'emploi d'amidon. L'emploi d'amidon, c'est tout simplement l'explosion du grain d'amidon lors de la présence de chaleur importante. Et c'est pour ça que le maïs, qui est rempli d'amidon, va exploser en présence de chaleur. Dans un premier temps, vous allez mettre dans une casserole votre lait à bouillir. Ne mettez pas le feu au maximum de sa puissance, cela pourrait accrocher à votre casserole. Dans un cul de poule, alors oui, ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Bref, vous allez pouvoir blanchir les œufs et le sucre au fouet. Après cela, vous allez pouvoir mettre la fécule et mélanger tout doucement, car la fécule est très légère et pourrait se volatiliser un peu partout. La fécule, c'est le nom donné à l'amidon qui peut être extrait de céréales, de tubercules, de racines et bien d'autres. Plus communément, on connaît la fécule de pomme de terre, qui a une faible saveur et une consistance assez forte. Sinon, il existe également de la fécule de maïs que l'on connaît tous par la fameuse marque Maïzena, qui a une très bonne saveur et une consistance plutôt moyenne. C'est donc celle-là que l'on vous conseillera. Dès que votre lait sera à ébullition, vous pourrez délayer votre préparation d'œuf avec un peu de ce liquide. Environ un tiers devrait suffire. Vous mélangez un petit peu pour bien délayer et vous retransférez votre préparation dans votre casserole à l'aide d'une corde. Si vous n'avez pas de corde, vous pourrez retrouver des liens en description pour pouvoir vous en procurer. Ensuite vient la partie la plus délicate, celle de cuire votre crème, mais de ne pas la cramer
cramer. Pour cela, on va mélanger sans arrêt, dans tous les angles et au milieu. Si vous commencez à sentir au fond dans votre casserole que ça accroche, n'insistez pas et laissez-le cramer au fond. Si vous insistez et que vous frottez le fond de votre casserole, tout ce cramé va se détacher et vous pourriez avoir du cramé dans votre crème. Et c'est pas terrible. Quand ma crème se met à ébullition, je peux compter 1 minute de cuisson. Et dès que c'est fait, je vais pouvoir étaler ma crème sur une plaque avec un film alimentaire à l'aide d'une corne propre. Maintenant, je vais pouvoir mettre ma crème à refroidir. Et le mieux est le frigo, voire le congélateur. N'utilisez pas la première corne. Ce que vous retrouverez dessus ne sera pas pasteurisé et donc potentiellement dangereuse. Vous pourrez bien évidemment aromatiser votre crème pâtissière comme bon vous semble, avec de la vanille par exemple. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir mettre des grains de la gousse de vanille directement dans votre lait avant le mélange. Cependant, si vous souhaitez aromatiser par exemple au chocolat ou avec de la pâte de pistache, cela se fera après la fin de la cuisson de la crème pâtissière, et de préférence à froid. Une chantilly sera utilisée dans les occasions de dernière minute, car même si elle a bien foisonné, elle n'a pas une très bonne tenue. Vous pourrez tout de même garnir un gâteau ou une tarte avec. Une crème diplomate, elle, est souvent l'intention d'avoir une crème pâtissière plus légère. Vous pourrez l'utiliser pour garnir un entremets comme un fraisier par exemple, ou une tarte qui ne passera pas au four. Le principe d'une crème diplomate est extrêmement simple. Il s'agit d'une crème pâtissière bien froide, collée à la gélatine, auquel on va y ajouter une crème montée, ou alors de la crème chantilly pour les plus gourmands. Pour cela, vous allez devoir utiliser de la crème à 35% de matière grasse, bien froide et dans un récipient bien froid. Pour ma part, je suis feignant, donc je vais confier cela à mon robot et je vais ajouter mon sucre en 2 fois. Il est très important de choisir sa crème liquide en fonction de son taux de matière grasse, car la crème chantilly est une émulsion de graisse dans de l'eau. Lors du foisonnement, la graisse va se comporter comme un réseau d'enveloppe qui va emprisonner l'air. La crème liquide prendra donc du volume et changera de texture. Faites attention cependant à ne pas trop fouetter votre crème, car elle pourrait très vite se transformer en beurre. Et là, c'est la matière grasse qui prend le relais pour former un gros bloc, et toute la matière aqueuse se retrouverait séparée. Bien, maintenant que ma crème chantilly est prête, je vais pouvoir retravailler ma crème pâtissière pour pouvoir lui redonner une bonne texture. Puis j'ajouterai ma crème chantilly progressivement. Le risque, bien évidemment, serait de trop mélanger de nouveau et de faire ce que l'on appelle trancher la crème. La crème mousseline est l'ajout du beurre dans une crème pâtissière, ce qui la rend plus riche en goût. Nous pouvons utiliser la crème mousseline pour garnir un entremets comme un fraisier par exemple, un chou, une viennoiserie, une tarte et bien d'autres. Ce qui peut être très contre-intuitif et vous le savez sûrement, la matière grasse ne peut pas se mélanger à l'eau. Et pourtant, lors du mélange, la protéine du beurre, la caséine, va pouvoir enrober les bulles d'air microscopiques et les micro-gouttelettes d'eau. Il existe 2 méthodes pour incorporer votre beurre à votre crème pâtissière. Soit à chaud, après avoir cuit votre crème, vous y placerez votre beurre et vous mélangerez. Dans ce cas-là, ce n'est pas très compliqué, je ne vais pas vous le montrer. Soit à froid, et là c'est un petit peu plus complexe. Pour cela, vous aurez besoin d'un beurre pommade à la même température que votre crème pâtissière que vous aurez déjà fait au préalable, idéalement à 15 degrés. Je vais donc mettre mon beurre dans la cuve de mon robot pour pouvoir le faire monter un petit peu. Et dès que celui-ci est bien monté, je vais pouvoir lisser ma crème au robot. Dès que ma crème est lisse, je vais pouvoir ajouter progressivement mon beurre monté pour faire foisonner le tout à grande vitesse. Faites attention tout de même à ne pas faire trancher la crème en la laissant de trop dans votre cuve et à bien respecter la température de la crème. Son nom provient du nom de son inventeur, Monsieur Chibouste, qui l'a créé au 19e siècle pour garnir le Saint-Honoré, également une de ses inventions. La crème Chibouste est le résultat d'une crème pâtissière mélangée avec de la meringue italienne et de la gélatine. Mais alors, comment la gélatine agit-elle? Comme vous le savez sûrement déjà tous maintenant, la gélatine provient du collagène des animaux. Lorsqu'on la chauffe, la gélatine se liquéfie et toutes les molécules se dispersent et peuvent circuler librement. Alors que quand elle refroidit, les forces d'association sont plus fortes que le mouvement. Des petits segments se regroupent et un réseau de molécules se forme pour emprisonner la matière. Vous devrez incorporer vos feuilles de gélatine préalablement ramollies à l'eau froide à la fin de cuisson de votre crème pour que celle-ci puisse fondre. Pendant le temps où votre crème refroidira à température ambiante, car on ne la voudra pas trop froide, vous devrez préparer votre meringue italienne. Il existe principalement 3 types de meringues. La meringue française, la meringue suisse et la meringue italienne. Nous verrons les autres à temps voulu, mais le principe de la meringue italienne est de cuire un sucre à environ 118 degrés. Et pour cela, vous allez devoir mettre à feu moyen votre sucre, votre eau dans une casserole bien propre, nettoyée au vinaigre blanc, et laisser cuire sans trop mélanger pour éviter l'incorporation d'impuretés. Nous verserons ce sucre en filet dans les blancs en neige que l'on aura commencé à monter à vitesse moyenne, à partir du moment où notre sucre aura atteint les 110 degrés. Dès que votre sucre est cuit, laissez-le reposer 1 minute pour le débuller et versez-le ensuite en 3 fois en baissant à chaque fois la vitesse de votre robot pour éviter les éclaboussures et en lui redonnant de la puissance juste après. Votre meringue sera prête quand le mélange sera bien ferme et aura bien refroidi. Vérifiez si la tenue est bonne à l'aide du
du fouet. Votre meringue doit former un bec d'oiseau. Si vous avez des doutes, je vous conseille de vous entraîner tout d'abord à faire des meringues italiennes pour garnir vos tartes citron meringuées, qui utilisent donc ce genre de meringue. Dès que la crème pâtissière et la meringue italienne sont toutes deux tièdes, vous pourrez alors les mélanger à l'aide d'une maryse, mais pas de trop pour ne pas faire tomber la préparation. Je vous conseille aussi d'utiliser la crème aussi vite que possible. La première apparition de cette crème fut au XVIe siècle en Angleterre, d'où son nom en français, où pendant un temps elle fut très à la mode. Peu de choses changent en réalité de la crème pâtissière, le simple fait que l'on ne retrouve pas de fécule dans la recette, ce qui fait donc qu'elle n'a pas un épaississement aussi important que la crème pâtissière. La difficulté de cette recette réside dans la cuisson, parce que si elle n'est pas assez cuite, elle sera trop liquide et indigeste, et au contraire, si elle l'est de trop, eh ben vous aurez des œufs cuits, et donc l'apparition de grumeaux et d'un goût d'omelette. Vous allez donc commencer par chauffer votre lait. Dans un cul de poule, vous mélangerez votre sucre avec vos œufs, puis tout comme pour la crème pâtissière, dès que votre lait sera à ébullition, vous pourrez verser un tiers de celui-ci dans votre préparation œuf-sucre pour la diluer, puis retransférer le tout dans votre casserole pour cuire votre crème à feu doux. Aidez-vous d'un thermomètre pour connaître la température. Sinon, vous pouvez voir si votre crème est cuite en appuyant votre spatule et en y laissant une trace avec votre doigt. Si cette marque reste telle qu'est, votre crème est cuite. La différence entre ces deux crèmes est que l'une d'elles, la crème frangipane, est réalisée à partir d'une crème d'amande ajoutée avec de la crème pâtissière, et ce sera celle-là qui sera utilisée pour la fabrication des galettes des rois, les galettes frangipane. Nous pouvons donc faire avec une tarte bourdaloue, ces fameuses tartes poires, amandes, ou nous pouvons également faire ces fameux croissants aux amandes. Il est également possible de remplacer une partie ou la totalité de la poudre d'amande contenue dans la recette par de la poudre de noisette ou de pistache, et vous pouvez également aromatiser votre crème avec, pourquoi pas, un petit peu d'alcool. Pour la conception de la crème d'amande, vous allez devoir ce que l'on appelle crémer ou monter à la feuille, qui sera plus facile, votre sucre et un beurre pommade. Donc laissez votre beurre à température ambiante. Montez les vitesses de votre robot progressivement, mais au maximum pour que votre mélange puisse bien monter. Vous pourrez ensuite ajouter votre poudre d'amande, refaire un petit mélange avant d'ajouter progressivement les œufs, puis travailler votre crème à pleine puissance. N'hésitez surtout pas en plein milieu à corner avec une maryse ou une corne, car le beurre a tendance à coller sur les parois de la cuve. Et à la fin, on va pouvoir ajouter un arôme, tel qu'un petit verre de rhum. Alors si vous souhaitez avoir une crème beaucoup plus aérée, vous pouvez remplacer le beurre par de la margarine qui, de base, est bien plus aérée. Votre crème d'amande prête et après avoir lissé au batteur votre crème pâtissière, vous allez pouvoir mélanger les deux ensemble. Il existe plusieurs recettes bien évidemment, mais le principe d'une ganache est de réaliser une émulsion de matière grasse avec de l'eau à partir d'une même quantité de chocolat et de crème liquide. La matière grasse sera apportée par le chocolat qui sera dosé en fonction du pourcentage de cacao de ce dernier, alors que l'eau sera apportée par du lait, de la crème, du lait de noix de coco et pourquoi pas même de la pulpe de fruits. Si vous ne savez toujours pas ce que c'est une ganache, c'est tout simplement cette fameuse petite crème ultra fondante que l'on retrouve entre deux coques de macarons, que l'on retrouve dans les petits bonbons au chocolat, ou que l'on retrouve parfois même dans certains gâteaux, comme l'opéra. Sérieux les mecs. Bien, pour réaliser cette ganache, vous allez tout simplement faire chauffer votre crème. Mais elle ne doit pas être à ébullition, juste à frémissement aux alentours de 80 degrés. Vous allez pendant cette étape hacher assez finement votre chocolat et dès que votre crème sera prête, vous allez pouvoir la verser sur votre chocolat et mélanger à la spatule. Le but est de ne pas incorporer d'air, donc on n'utilisera pas de fouet. Si votre recette contient du beurre, vous pourrez le rajouter à la fin et en petits morceaux et en pommade pour faciliter la fonte de celui-ci. Votre ganache est prête quand elle brille et que le résultat est homogène. Vous allez donc pouvoir la stocker au réfrigérateur où la matière grasse va se redurcir et voire même au congélateur. Pour utiliser cette crème, vous allez devoir soit la laisser de nouveau à température ambiante ou la retravailler à la spatule pour la réchauffer légèrement. Alors des crèmes, il en existe des centaines, je pouvais pas toutes les énumérer, j'ai dû même faire des sacrifices parmi certaines crèmes de base. Mais pas d'inquiétude, les autres on les verra au fur et à mesure de notre progression sur les vidéos, et puis de toute façon vous pourrez les retrouver sur mon blog. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours m'encourager dans mon projet en me laissant un commentaire, j'en tiendrai compte pour les prochaines vidéos pour pouvoir augmenter la qualité. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, laisser un pouce bleu, et vous pouvez également partager cette vidéo à vos amis pour que mon travail soit vu le plus possible. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo qui portera sur les différentes pâtes pâtissières et le fonçage d'une tarte. Tchuss!